Bavards, nous sommes bavards, nous resterons, et quand je dis nous, c'est surtout nos chroniqueurs, le Fayot, là, il refile la patate chaude à ses chroniqueurs, que sont cette semaine David, vous l'avez peut-être déjà vu, David, dans l'épisode 368, tout comme d'ailleurs Benoît, bonjour. Salut. Benoît, c'est la suite logique de l'épisode que vous avez peut-être déjà vu, l'épisode 368, si vous ne l'avez pas encore vu, vous pourrez aller le voir, vous n'êtes pas obligé de tout arrêter là pour vous saisir de l'épisode, je le rappelle, ça peut se consommer comme vous le voulez, dans l'ordre dans lequel vous voulez, vous faites ce que vous voulez avec nos contenus, nous on vous les donne et vous faites après votre popote, comme on dit. On va commencer ce bonus qui ne dure toujours que 15 minutes, donc un petit peu moins puisque je bavarde au début, avec David. On va parler du Japon, David, le Japon qui est en guerre contre un truc qu'on n'a plus, enfin moi je dois en avoir à la cave, mais je n'en utilise plus en tout cas, c'est les disquettes. Oui. Donc le Japon fait la guerre aux disquettes. En fait, plus précisément, c'est le ministre des Affaires digitales du Japon, qui s'appelle Taro Kono, qui a décidé de pousser un coup de gueule et dire on en a marre d'utiliser toujours des vieux trucs comme les disquettes, et pas que le disquette, il fait aussi la guerre au fax. Et apparemment, au Japon, il y a 1900 procédures gouvernementales qui nécessitent toujours d'utiliser des disquettes. Donc, ce ne sont pas des documents papier, il n'y a pas d'email. Les informations doivent être mises sur des disquettes, sur des vieilles disquettes, et doivent être transmises pour faire ces procédures gouvernementales. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont pas contentes au niveau au niveau de la bureaucratie, parce que les gens n'aiment pas changer, surtout quand c'est des gens qui sont là depuis des dizaines d'années. Ouais. Ils disent que ça serait impossible de bannir les disquettes et de bannir les fax. Là-dessus, le ministre a dit oui, mais dans un ère où l'analogique a complètement disparu, dites-moi comment je fais moi pour envoyer un fax. Donc voilà, c'est une news un petit peu marrante, mais il n'y a pas que le Japon. Pour donner un exemple, la Corée du Sud vient juste de d'arrêter l'utilisation des contrôles ActiveX sur les sites web gouvernementaux. Alors, les contrôles ActiveX, c'est quelque chose qui date de Mathusalem, en quelque sorte. En Chine, les tampons de société, donc les rubber stamps avec l'encre, font office toujours de signature, et donc un employé qui se ferait virer, s'il a le tampon, c'est reconnu comme signature officielle, il peut signer au nom de la société qui l'a viré. Ça, c'est pour donner un exemple. Et pour donner un dernier exemple encore, l'armée de l'air des États-Unis a remplacé les disquettes pour gérer l'arsenal nucléaire par de nouvelles technologies en 2019 seulement. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, non, on en avait parlé, il y a 3 ans, c'était toujours des disquettes qui étaient utilisées pour ça. Donc voilà, c'est petite news marrante. Plus loin que ça encore, je me demande si c'était pas ce qui précédait les technos. Donc il y a plus de 8 ans, on avait parlé aussi de l'usage des disquettes dans l'ISS. Il y avait encore des choses qui fonctionnaient, qui avaient besoin d'une disquette pour faire des mises à jour, ou je ne sais plus très bien dans quel contexte c'était utilisé. Mais quand ça marche bien, quand c'est une technologie qui marche bien, pourquoi en changer? Et surtout dans des pays où on a chevillé au corps le résultat et qu'on voudrait surtout pas avoir d'échec, et quand quelque chose fonctionne, on hésite toujours à le faire évoluer. Je sais pas ce que tu en penses, Benoît. C'est vrai que quand ça marche, pourquoi changer? Oui, et puis il y a un problème d'investissement, c'est-à-dire que tu as un budget donné, c'est le vieillissement normal de n'importe quel parc technologique, mais tu l'as, il fonctionne, tu vas investir ton argent dans des nouvelles choses qui vont t'apporter de la nouvelle valeur, et remplacer
un système de disquette qui fonctionne par un envoi plus moderne, c'est peut-être pas ce que tu perçois comme étant t'apporter le plus de valeur. Et donc, le problème, c'est que traditionnellement, ces cycles étaient très longs. C'était on allait remplacer des, je sais pas moi, des scies à main par des scies électriques, enfin par des scies à moteur, et puis on gardait les scies à moteur 50 ans, etc. Mais maintenant, on est sur des cycles très courts enfin voilà. Et même des fois de plus en plus courts, hein. Enfin, de plus en plus courts. Et donc, en informatique, mais c'est compliqué parce que il faut sans cesse réinvestir, et c'est pas la culture. La culture, c'est d'investir sur des choses différentes. On va quand c'est dans la fonction, changer le truc qui est en place. Quand c'est dans la fonction publique en plus, et qu'on fait des investissements et qu'on fait des appels d'offres, etc., on veut que ça dure, quoi. Tu vois, après, on va acheter des nouvelles machines à écrire. Ces machines à écrire, on va les garder 10 ans et voilà. Attends, c'est pas pour. Mais enfin, il y a des entreprises commerciales qui font exactement la même chose. Ça marche, c'est en place, ça fonctionne depuis longtemps. Dans pas mal de grandes entreprises, tu trouves encore des très vieux ordinateurs et des vieilles versions de Windows qu'on n'ose plus toucher parce qu'on a ce truc dessus qui fonctionne, ça sert en finale de façon assez limitée parce que je pense que ces change de disquette c'est une fois par an. Donc en fait tu vois, ces petits trucs qu'on fait de façon très limitée. Alors qu'est-ce qu'on fait? On remplace ça, c'est un gros effet de ou on fait ce nouveau machin où on va bien voir qu'il y a de la nouveauté, tout. Tout le monde veut faire le nouveau machin. Et c'est pour ça que de temps en temps, il faut taper un coup dans la fourmilière et dire J'y pense maintenant, attention, on est dans un bonus, donc on est sur des durées beaucoup plus courtes, on est sur une durée plus courte, Benoît, sur les bonus, donc il va falloir passer à la suite, mais je pense par exemple aux les machines à voter électroniques en Belgique, où les listes sont communiquées au bureau de vote par une disquette. C'est encore le cas maintenant, je pense. Non, je pense que c'est une clé USB maintenant sur les nouvelles machines, mais il n'y a pas tellement longtemps, lors d'un précédent vote, il y a quelques années, c'était encore la disquette qui était distribuée dans les bureaux de vote. Benoît, je te rends la parole pour parler de Microsoft. Justement, tiens, restons modernes. Parlons de mise à jour, moderne. Donc en fait, Microsoft a annoncé que sur Office 365, ils ont ajouté une nouvelle fonctionnalité qui est la mise à jour alors que la machine non utilisée. Ils appellent ça underlocked en anglais. Donc l'idée c'est quoi? C'est que surtout pour Office 365 qui est la version cloud, donc qui va avoir beaucoup d'évolutions du côté cloud, il faut que les clients suivent, d'offrir une fonction de mise à jour moins pénible que la solution classique, puisque la solution classique, c'est il faut que les gens s'arrêtent, il faut qu'ils acceptent une mise à jour, et forcément, tu es en train de travailler, ça t'embête, t'as pas envie d'eux, donc tu dis plus tard, et tu restes 15 mois de mise à jour en retard. Ou ton service informatique te force le truc, et t'envoie un mail au service informatique, mais j'étais en train de bosser, etc. Donc ils ont lancé un nouveau machin qui fait la mise à jour quand tu as laissé ton Office 365, entre guillemets, sans travailler dessus. Donc, tu pars manger, mais tu as ton document qui est ouvert, et il va en profiter vite dans ton dos pour faire la mise à jour, de façon aussi discrète que possible, promettent-ils, parce que j'ai pas une confiance absolue dans Microsoft, enfin, ils promettent que ça va éteindre ton soft gentiment, sans rien casser, faire la mise à jour et relancer dans l'état où il était. Quand je l'aurais vu, j'y croirais. Je le veux bien, certaines boîtes, mais de Microsoft, j'ai des doutes. Et en fait, quand j'ai lu ça au début, je me suis dit, mais en fait, c'est comme depuis toujours sur Mac, où tu sais, même si tu le laisses éteindre ou quoi que ce soit, il check toujours tes mails, il vérifie s'il n'y a pas des mises à jour, il fait des mises à jour gentiment dans ton dos, sans que tu aies à t'emmerder. Mais en fait, non, c'est pas aussi malin que ça. Il faut que tu laisses ton Office 365 ouvert. D'accord. Donc il faut au moins une des fermer l'Office 365. Voilà, donc c'est toujours, ça reste du Microsoft, quoi. Voilà, c'est une annonce Microsoft. C'est un effort, effectivement. Quoique. Tiens, David, il y a fait encore longtemps qu'on n'a pas parlé d'NVIDIA. Je vous renvoie à l'épisode, évidemment, où on n'a pas arrêté de parler cartes graphiques et de NVIDIA avec David, avec des sujets différents et toujours très intéressants, mais du coup, on en a aussi un petit peu, ça déborde un petit peu dans le bonus, puisque tu peux nous dire rapidement de quoi il s'agit. Oui, très rapidement. En fait, il y a
quelques podcasts, j'en avais parlé, je pense moi aussi, que Nvidia et d'autres fabricants de processeurs essayaient de diminuer les commandes chez TSMC, qui est le fabricant qui a quasiment tout le marché de la fabrication des microprocesseurs et des GPU. Mais ce qui s'est passé récemment, c'est que les États-Unis ont mis en place des sanctions contre la Chine, où la Chine n'aura plus le droit de s'approvisionner tous des outils favorisant l'intelligence artificielle et entre autres toutes les cartes professionnelles de Nvidia. Et ça représente un marché de 400 millions de dollars pour Nvidia qui comptait faire fin de cette année-ci. Apparemment, le gouvernement américain a accordé la permission de pouvoir continuer à fournir ces cartes graphiques jusqu'au 1er mars 2023, mais la fabrication de ces GPU prend du temps. En général, il y a à partir du moment qu'on a un slot de disponible, il faut compter 6 mois pour la confection du GPU de A à Z, et apparemment Nvidia a fait des commandes en urgence chez TSMC pour avoir leur GPU en 3 mois afin de pouvoir livrer la Chine avant que les sanctions n'entrent en place. Ça va leur coûter très 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 cher, mais il y a 400 millions de dollars à la clé, et étant donné ce qu'ils ont perdu récemment avec tous les revirements qu'il y a eu avec les crypto-monnaies qui ont descendu et le stock des cartes graphiques qui a augmenté, ils doivent le faire. Donc voilà. On se rappelle le principe, hein, c'est quand vous produisez du matériel chez TSMC, c'est une boîte énorme, hein, TSMC, et ils prévoient des machines, ils prévoient des gens pour le faire. Si vous n'entrez pas dans la case, vous payez quand même parce que vous avez réservé votre place. En gros, c'est un peu ça l'idée, et que donc, du coup, faire des choses de manière un petit peu abrupte et rapide ou dans l'urgence, ça prend des dimensions, comme on le comprend ici, assez colossales. On se termine ce bonus en 3 minutes, Benoît, pour parler d'une nouveauté chez Logitech, un objet qui sort un peu de l'ordinaire pour le fabricant suisse. Tout à fait. C'est pas un clavier, c'est pas une souris, c'est un éclairage LED. Parce que le marché de la vidéo à la maison avec les vidéoconférences, le télétravail augmente, et Logitech est très présent sur ce marché. Hein. Ils ont des caméras en grand nombre qui sont pas mal fichues d'ailleurs globalement. Et donc ils ont rajouté 2 produits. Il y en a un que j'ai épinglé particulièrement, c'est le Litra Beam. C'est un éclairage LED et il est un peu spécial. C'est-à-dire que c'est une espèce de grande barre que tu vas mettre au-dessus de ton écran a priori, et qui va donc te fournir un éclairage un petit peu correct pour que tu ne sois pas dans l'ombre. Tu as souvent c'est dans les vidéoconférences le mec qui est en contre-jour et tu vois une espèce de silhouette comme ça. Tu vois, genre le mauvais dans le film là, hein, tu vois. Oui, c'est ça. Et avec le trait. Donc pour éviter ça, tu te mets une lampe devant toi et du coup tu as un chouette éclairage qui est quand même plus sympathique. Et alors ce qui est assez particulier, c'est qu'ils lui ont donné un look qui est un petit peu et c'est ça qui a attiré Brangard, qui est un petit peu plus proche de l'éclairage du bureau classique. Oui. Donc quelque part, ça va pas choquer sur ton bureau, tu vois, ça va pas être le truc, parce que moi j'ai des éclairages ici que j'utilise aussi quand je télétravaille d'ailleurs, mais enfin tu vois que c'est pas des éclairages de bureau, quoi. C'est des éclairages de youtubeurs. Voilà, exactement. Et là non, ça a une bonne tête, c'est plutôt sympa. Oui. Donc je trouve que c'était une chouette idée. Ils ont soigné le design pour la forme. Pensez à ce que par exemple Philips réalise comme type d'éclairage domestique, mais ici c'est pour le bureau, quoi. En gros, c'est un peu ça l'idée, et pour éclairer le visage, pas pour éclairer sa feuille de papier, quoi. C'est aussi ça qui vient, comme c'est mobile, tu peux après le mettre. On peut le mettre en lampe de bureau, effectivement. En lampe, tu fais lampe de bureau et lampe vidéo en même temps. Et alors, comme ils étaient occupés à attaquer ce marché-là, ils ont également sorti un micro, le Blue Sona. Et c'est assez marrant, c'est un micro dynamique. Non, il n'est pas donné, c'est un micro dynamique. Non, et en plus, c'est même pas un micro USB. Hein. Donc, tu dois en plus derrière avoir une carte son. Donc, c'est quand même un micro qui s'adresse pas. Il sort en XLR. On va dire qu'il faut être motivé. Exactement, c'est ça. Il sort en XLR, donc il sort pas en USB comme les micros qu'on branche habituellement sur son ordinateur. XLR, c'est le format, on va dire professionnel, qui est utilisé dans l'audio, mais ça veut dire que derrière, il faut une petite carte son. Mais ils ont quand même été un peu sympas, parce qu'ils se sont dit qu'effectivement, un micro dynamique, c'est très bien pour avoir une chouette voix quand on parle. C'est quelque chose qui donne. Enfin, moi, je trouve que l'effet est assez sympa, mais
Le piège, c'est que c'est des micros qui ont souvent besoin d'une grosse amplification, et les cartes son que tu vas mettre sur ta machine, elles n'ont pas une grosse amplification. Donc ils ont mis un petit ampli dedans, ce qui veut dire qu'en fait le micro il est c'est un drôle d'animal. Il n'est pas complètement autonome, mais il est quand même prévu pour fonctionner avec une carte relativement bas de gamme. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en micro, il fait un peu penser au SM7B, un micro assez classique qu'on utilise beaucoup en radio et puis que beaucoup de youtubeurs aujourd'hui et autres twitchers utilisent. Et derrière, ils mettent un petit truc, un petit ampli alimenté par l'alimentation Phantom, les 48 volts, les boutons 48 volts, qui se place sur le câble XLR dont on parlait juste avant et qui va amplifier le son, qui va augmenter le son de 27 dB. Par exemple, et qui permet d'utiliser dans de bonnes conditions des micros professionnels. On a fait le tour de la question, il est arrivé juste à 15 minutes, donc du coup on va juste se dire au revoir et se faire la bise, si vous voulez bien, et se dire donc du coup à très bientôt. Merci David, merci Benoît, et à très vite évidemment pour de nouvelles aventures.